Bon, suite à la dernière vidéo que j'ai sortie et qui s'intitulait « N'allez pas lire ces 4 mangas », vous avez été nombreux à me dire que quand on vous disait de ne pas faire quelque chose, vous le faisiez quand même. Donc je le dis solennellement, ne vous abonnez pas à cette chaîne et surtout ne laissez pas un pouce bleu. Merci. Plus sérieusement, quand on parle de shonen et de neketsu, lorsqu'il est question de personnages féminins, on se rend compte rapidement que ces dernières jouent souvent un rôle secondaire. Et en soi, ça peut se comprendre, la majorité des œuvres du genre ciblent un public masculin et normalement jeune, ce qui fait qu'on peut imaginer que leur volonté est surtout de voir des héros masculins auxquels ils peuvent s'identifier. Ainsi, les femmes dans les animés existent souvent par prétexte pour le protagoniste, ce qui donne lieu à un élément que vous avez l'habitude d'entendre et dont je vais laisser mon invité du jour vous parler. Les clichés. On peut les voir dans presque tous les mangas et sont utilisés comme facilité scénaristique par certains auteurs. Et remarquons ensemble que les personnages qui en ont le plus, ce sont les persos féminins, parfois nous poussant même à détester une héroïne. Ah, tu me crois pas? Ok, qui aime cette personne? Bref, moi c'est le Crotal et grâce à l'invitation d'Aniki, ensemble nous allons vous lister et vous expliquer les clichés tournant autour des femmes ou enfants du monde du manga. Les gamines de 300 ans. Quand on parle d'animation japonaise, parmi tous les sujets qui fâchent, il y en a un qui ressort le plus du lot, c'est celui du lolicon. Forcément, c'est logique, puisque ça désigne quelque chose de purement dégueulasse, néanmoins le terme a tendance à être mal compris. C'est pourquoi on va commencer par faire un petit point pour différencier loli et lolicon. Ouais, en soi, on s'en fout complètement, mais ça va juste me permettre pour la suite de mieux cracher ma haine sur un maximum de trucs, donc ça me fait plaisir. Ce qu'on appelle lolicon, c'est une personne qui aime les filles mineures, ou du moins qui semble être mineure, et ce dernier point est intéressant, mais on y reviendra plus tard. Par contre, quand on parle de loli, c'est pour faire référence à des filles jeunes, souvent mineures, ou du moins là encore qui essayent de paraître plus jeunes, voire très jeunes. En soi, on pourrait dire que les lolis c'est cool, puisque c'est juste un archétype de personnage, sauf que rappelez-vous, je l'ai déjà dit plein de fois, mais la vie est souvent décevante, et si c'était pas le cas, on n'aurait pas eu besoin de faire cette vidéo, puisque le principe même de l'existence des lolis, c'est de plaire aux lolicons. Alors heureusement, tout n'est pas noir, puisque là où les personnages lolis existent d'un point de vue charnel, et ce terme me dégoûte, il existe son inverse, le moe. J'ai déjà fait une vidéo détaillée sur le sujet donc je vais pas revenir en détail dessus, mais un personnage moe est censé déclencher une émotion différente. En gros, un ou une loli c'est pour susciter un sentiment d'attirance et un ou une moe une volonté de protection à l'image d'un grand frère ou d'un père. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Simplement pour que vous compreniez que si tout ça existe, c'est parce que ça fonctionne plutôt bien. Par exemple, les personnages moe sont devenus tellement populaires qu'on parle maintenant de genre moe, et donc d'anime moe. C'est le cas par exemple avec K-On qui a connu un succès monstrueux et notamment commercial puisque la vente des produits dérivés de la série rapporte des milliards de yens. Du coup ouais, c'est une fatalité, mais l'image de la petite fille plaît énormément aux fans d'anime japonais. Mais là où on peut justifier l'existence des moe, la légitimité des lolis se retrouve remis en cause, notamment d'un point de vue légalité. Parce que même si au Japon le sujet fait toujours débat, dans le reste du monde la réponse s'est faite rapide. Par exemple, chez nous en France, le fait de dessiner des mineurs dans une scène pornographique, même si elle est totalement imaginaire, est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, et même si ces dessins en question n'ont jamais été diffusés. En gros, pour la justice française, que ce soit réel ou imaginaire, c'est la même chose. Donc j'en profite pour passer un petit message. Si vous voyez cette vidéo et que vous avez chez vous un disque dur rempli de lolis, brûlez-le, sortez dehors et rencontrez des gens de votre âge, vous allez voir, ça va bien se passer. Et là encore, en vrai, le sujet est plus complexe qu'il n'est paraît, puisque dans le cadre de la loi, on parle d'un point de vue hentai, et non juste d'une simple représentation d'un personnage mineur, surtout qu'on a toujours du mal à se mettre d'accord sur la réelle définition de loli. Pour certains, c'est juste des personnages jeunes, et pour d'autres, c'est mon cas, vous l'avez compris, ce sont des personnages faits pour faire plaisir aux lolicons, c'est pourquoi je préfère l'utilisation du terme moe, même s'il est très peu répandu. Néanmoins, du côté des studios japonais d'animation, un choix s'est imposé, soit faire preuve de moralité et de décence en ne produisant plus de personnages loli, soit contourner le système pour garantir que quoi qu'il arrive, son œuvre reste dans la légalité et se garder dans la poche les lolicons qui, étant de pauvres types sans vie sociale, dépenseront tout leur argent dans des produits dérivés liés aux lolis, garantissant ainsi l'engagement d'un maximum de moula. Je me demande bien ce qu'ils ont choisi. Rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous parlais qu'un ou une loli, ça pouvait être un personnage avec une apparence très juvénile, et c'est ce léger détail qui a donné lieu à un des pires clichés qui soit sur les personnages féminins, les fillettes qui ont 3000 ans. Ok, c'était une intro très longue, mais c'était nécessaire, et pour que vous compreniez mieux le principe derrière ce cliché, on va se prêter à un petit exercice, celui de la création d'un anime. Partons sur un harem ecchi. Le côté ecchi servira à jouer sur la sexualité des femmes de la série sans jamais rien montrer d'interdit aux moins de 18 ans, et le côté harem va jouer sur le fait de proposer un maximum
maximum d'archétypes de personnages féminins différents. En général, dans ce genre d'anime, on choisit un personnage principal masculin banal, voire un peu loser, afin que tout le monde puisse s'identifier à lui, et on va faire en sorte qu'un groupe hétéroclite de femmes tombe sous son charme. L'idée c'est que chaque fan de l'anime ait sa waifu parmi la ribambelle de prétendantes à notre protagoniste. Ainsi, on va retrouver la meuf fraîche au gros nibar, celle un peu plus plate, une autre plus âgée, et bien évidemment une loli. Mais attention, on l'a évoqué plus tôt, ça peut poser problème. Heureusement, on est des scénaristes de génie, donc c'est le moment d'utiliser notre gros cerveau pour contourner le système. Non mais c'est parce qu'en fait, il y a 3000 ans auparavant, il y a une petite fille de 12 ans qui est devenue une déesse immortelle, si bien qu'à travers les âges, son apparence elle a pas changé, donc certes, physiquement, elle a 12 ans, mais en vrai, elle a plus de 3000 ans, donc ça passe. Et voilà comment avec un simple petit retournement scénaristique on justifie la moindre chose. Mais le plus fou c'est qu'il y a plein d'animés qui utilisent cette excuse au point où ça en est devenu un cliché. On peut parler de Rory Mercury qui a plus de 900 ans, Senko avec ses 800 balais ou même de Shinobu Oshino qui a presque 600 ans. Et là encore, ça justifie par le côté fantastique et surnaturel de l'œuvre. Mais des fois, les auteurs en ont juste rien à foutre de la logique. Prenons par exemple Eroge. Alors oui, c'est un hentai, donc en soi le scénario on se doute que ça va pas être ultra poussé, mais comment tu justifies que ce personnage a 32 ans? Enfin bref, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, une loli n'existe que pour faire du fanservice chez les plus bizarres d'entre nous, et tant que ça fonctionnera, on en aura toujours plus chaque année. Ces personnages féminins qui servent à rien. Comme a pu le dire Aniki, les meufs dans les animes sont souvent catégorisées dans un rôle secondaire malgré elles. Mais cela implique qu'ils auront soit une place ou un rôle vraiment inutile à l'œuvre. C'est bon, selon toi, j'ai été assez sérieux? Ouais mon gars. Bon, du coup on parlait des meufs inutiles, mais là on va parler des meufs dans le monde du manga. Qu'est-ce qu'elles servent à rien? Tenten. Quelqu'un veut la défendre? Des kunai. On est dans Naruto. On peut balancer des météorites sur la gueule des gens. Elle a choisi d'être une konoichi, technique ancestrale mêlant les kunai pour perdre contre Temari. Bravo. Mais le pire, c'est que rien nous a été révélé comme quoi elle maîtrisait pas son chakra, l'énergie fondamentale de Naruto. Et que pour Sasuke, c'est même pas sa technique de base, il le fait mieux qu'elle. Mais le pire, je pense, c'est que c'est un personnage principal. Il avait quoi Kishimoto? Un quota de personnages principaux féminins à remplir? Qu'elle soit là ou pas là, elle apporte rien à l'œuvre. Mais je lui en veux pas. Parce que ces personnages inutiles comme Tenten, mais il y a surtout eux, ces meufs qui doivent entretenir une relation avec le protagoniste. Prenons la relation Oshako-Izuku. Oshako peut faire tout ce qu'elle veut, elle va devenir la putain de femme de Deku à la fin. Elle peut être un personnage intéressant malgré son pouvoir encore une fois inutile. Mais c'est qu'on est dans un shonen. Midoriya doit avoir son happy ending. Et les gosses, pour si jamais il y a une suite, il va pas les faire tout seul. Personne n'est aussi chaud que Rock Lee pour le faire. Même on n'a toujours pas d'explication de qui est la mère du fils de Rock Lee. Et le problème de cette relation entre Oshako et Izuku, c'est que Oshako sera tout le temps retranchée comme la meuf de Midoriya, malgré ce qu'elle pourra faire. Mais il y a des œuvres dans lesquelles ce cas de figure est bien réalisé. Par exemple, regardez FMA. Même si entre nous, ce manga est juste parfait. Vous voyez cette femme, celle-là là. Cette femme, sans elle, il n'y a pas de Full Metal Alchemist. Limite, ils auraient dû rajouter son blaze dans le titre. Après, il y a aussi ces persos qui servent qu'à amener du fanservice. Fais pas genre Tamaki, tu sais très bien qu'on parle de toi. Ce problème, selon moi, c'est le pire d'entre les trois. Dis-toi, cette meuf, dans l'histoire, c'est rien. Elle va servir qu'à amener de l'audience. Ensemble, listons les pouvoirs qu'on a donnés à certains persos féminins qui vont vous faire réfléchir. L'alter de l'invisibilité dans My Hero Academia. Sur le papier, c'est bien, mais on est dans MHA. Il y a des mecs avec leur sueur, ils arrivent à faire des explosions. Du coup, Toru, tu peux aller te habiller. L'espère de la main thermique, Toharu Kakagun aurait le gun. En fait, tout ce qu'il y a entre ses mains, ça garde sa température. Oh non, je rigole pas. Non, y a pas à faire ça, ouais, je donne des vrais pouvoirs. T'inquiète, c'est pas de ta faute, Kazari. La magie des cartes dans Fairy Tail. Ah, Kana Alperona. Non mais sérieux. Il y a tous les types de magie possibles et elle a choisi ça. En bref, son pouvoir il repose sur les cartes. Une magie aussi oubliable que son personnage. Le rien. Non, je rigole vraiment pas, hein. Regardez Mikasa, elle a rien comme capacité, mais pourtant elle est hyper forte. Tu veux dire à part d'être une Ackerman? Oh, fais pas chier. En tout cas, elle, même avec des pouvoirs, ils seront soit chiantes, soit inutiles. Les yandere. A la base, ce qu'on appelle dere, c'est un personnage qui est amoureux d'un autre. Il y a eu plein de déclinaisons du terme, comme les tsundere, les kudere ou encore les dere-dere, mais je vais pas m'attarder plus dessus car je l'ai déjà fait dans une vidéo entièrement dédiée au sujet. Néanmoins, vu qu'on parle des clichés sur les personnages féminins, c'était essentiel de s'intéresser plus en détail à l'une de ces déclinaisons, les yandere, parce que c'est un sacré bordel. Dans l'idée, ce qu'on appelle yandere, c'est un personnage qui d'apparence semble sympathique et gentil, mais qui au cours de l'histoire et de son développement va montrer un penchant pour la folie, au point de vouer une adoration obsessionnelle pour la personne qu'il ou elle aime. Bon, vous avez capté, j'essaye au maximum de pas genrer le truc simplement parce qu'il existe également des yandere masculins, à la star de Tsukiyama de Tokyo Ghoul ou encore de Thomas de Amnesia. Mais en soi, ils sont ultra minoritaires et on s'en fout un peu dans le sujet de la vidéo. En fait, l'image que l'on se fait des yandere est due aux œuvres qui les ont popularisés, comme ce fut le cas avec Mirai Nikki ou même Yandere Simulator dans un autre registre. Si bien que là où le terme pouvait désigner une personnalité complexe, qu'elle soit masculine ou féminine,
féminine. Aujourd'hui, quand on parle de yandere, on pense direct à une fille amoureuse d'un mec qui va pas hésiter à tuer d'autres personnes de la manière la plus sanglante possible. Et le souci à travers ça, c'est que cette surutilisation de l'archétype de la yandere, ça donne souvent lieu à des personnages fades et inintéressants. Alors oui, certes, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais heureusement tout n'est pas noir, puisque certains animés arrivent à créer des yandere avec un développement intéressant, on peut citer par exemple Misa de Death Note, mais le véritable problème à travers les yandere actuels, c'est qu'on a donné l'image de cool à un comportement ultra toxique et dangereux. Enfin, je veux dire, on parle quand même d'une meuf qui peut te poignarder juste si tu dis bonjour à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je disais que les yandere sont souvent fades, c'est parce que dans la plupart des histoires, on suit un personnage incapable de raisonner ou d'agir avec un minimum de rationalité, c'est juste énervant. Au final, comme toujours j'ai envie de dire, les yandere sont un pur produit de fanservice, et ça on le voit au fait que les meufs ont toujours la même histoire. Un truc grave est arrivé dans leur passé, maintenant elles veulent juste tuer tout le monde sauf celui qu'elles aiment. Bon, en vrai je me plains beaucoup, mais si ça existe c'est que ça marche, et je dirais même ça marche très bien, mais c'est pas pour autant qu'on est destiné à avoir les mêmes personnages féminins encore et encore. Déjà parce que on l'a vu, mais il existe certaines œuvres qui sortent du lot, mais aussi parce que, comme on l'a répété, ces clichés sont souvent dus à une volonté de plaire aux fans, sauf que les mentalités évoluent et ces mêmes fans réclament des personnages plus intéressants. Et là je vous parle pas de faire une œuvre où tu mets juste des personnages féminins en avant sans les développer, parce que ça juste ça pue la merde. Je parle ici de faire des personnages qui ne soient plus au second plan et qui aient un véritable intérêt à l'histoire. Par exemple tout à l'heure Crotale vous parlait d'Ochako et du fait qu'elle n'existait que pour être le love interest de Deku, ce qui faisait que quoi qu'il arrive et quoi qu'elle puisse faire, cette image resterait gravée à elle, et c'est ce genre de choses qui sont dérangeantes. Après heureusement il y a des auteurs qui savent développer des personnages féminins intéressants, on le voit avec Nobara de Jujutsu Kaisen ou même Nami et Robin de One Piece. Et à ce moment-là je sais ce que certains vont me dire, ouais mais ton exemple il pue la merde, Nami et Robin c'est juste deux meufs fraîches pour le fanservice. Sauf que c'est là le piège, on pourrait même dire que c'est un autre cliché qu'on peut se faire sur les persos d'animé, qu'ils soient masculins ou féminins. L'apparence, ou ce que certains appellent le flow, ne détermine pas la qualité d'un personnage. Regarde, si je prends Nobara et que je la mets en maillot de bain, est-ce que ça la rend moins intéressante? Pas du tout. Au final, ce que je veux dire, c'est que on devrait s'en foutre qu'un personnage soit un mec ou une meuf. Personnellement, quand je vois un héros de shonen, je vois une source d'inspiration qui se bat pour que ses rêves se réalisent. Et à ce niveau-là, j'ai 1000 fois plus de respect pour un personnage comme Nami que pour Ochako, simplement car sa volonté, son parcours, sa mentalité résonnent en moi et font écho. Et c'est ce genre de choses qui font un bon personnage d'animé. Certes, on peut se plaindre du négatif, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans cette vidéo avec une petite pointe de mauvaise foi, mais c'est aussi important de valoriser le positif, parce que tout n'est pas noir. Il y a aussi de belles choses qui font que la Japanimation est merveilleuse et nous réserve que du bon pour l'avenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous le rappelle, surtout ne vous abonnez pas, ne mettez pas un pouce bleu et n'allez pas faire un tour sur la chaîne de Crotale que vous retrouverez en description et qui fait un excellent travail. Vraiment, si vous aimez le contenu de qualité, allez voir ces vidéos, vous serez pas déçus. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.